Donc je crois maintenant, Alexandre, c'est moi qui dois parler, c'est ça? Oui, voilà. Donc là, maintenant, ça va être plus géotechnique. C'est comme, dans le cas de Philippe avec, les participations de beaucoup de personnes qui sont citées, transparent par transparent, que cette synthèse a été faite et donc voilà, suivante. Je peux changer moi les trucs ou c'est toi? Ouais, Tu c'est toi, hein. Alors peux, vas-y. oui, c'est moi, tu me dis et je Vas-y, ben, change. fais l'animation. Je compare rapidement ici Mars et la Terre en termes de diamètre. Voilà, très bien. Donc, juste pour rappeler aux gens que sur Mars, il fait froid, que la gravité est de 3,7. Le rayon, c'est à peu près la moitié de la Terre et on a une pression atmosphérique de 6 millibars, hein. C'était les dust des villes là qu'a montré Philippe. Mais il y a du vent sur Mars. C'est la grande différence avec la Lune. Et c'est très important, on va le voir, en tout cas pour les propriétés de surface. La suivante. Juste rapidement, vas-y, continue. Une photo de Mars avec le fameux, pardon, avant, ouais, Valles Mariensis, qui est un grand canyon de 8 kilomètres de profondeur, 4 volcans ici de 14 kilomètres de haut. Donc c'est assez gigantesque. Et la diapo suivante montre pour donc les géotechniciens, dans cette zone-là, un magnifique glissement avec donc un escarpement qui montre une cohésion de surface sur 1 kilomètre. On voit bien les croûtes ensuite qui sont déversées et puis la masse de terrain non cohérent qui a glissé sur 6 kilomètres de hauteur. Donc ça, c'est un magnifique glissement de terrain. On ne connaît pas très, très bien la nature de la cohésion, y compris dans ce matériau-là. Bon, c'était pour vous donner une petite idée plus géotechnique. Alors la suivante montre très rapidement toutes les missions qui se sont faites depuis le premier atterrissage de Viking en 76. Enfin, il y a eu d'autres missions avant, dès 71, avec des missions russes aussi. Et vous voyez Inside, donc, comme a dit Philippe, à droite, au niveau, tu peux cliquer, au niveau de l'équateur sur Elysium Planitia. Vous avez tout à fait à gauche le Olympus Mons qui fait 25 mètres de haut, un diamètre de 600 km, qui est le plus gros volcan du système solaire. Ça, c'est pardon, ouais, ici, c'est MOLA, c'est des mesures laser orbitales qui vous donnent l'altitude que vous avez en haut à droite. Donc, vous avez en bleu, on est à -4, -5, et puis en rouge, on est à +4 kilomètres. Donc, la NASA a très bien cartographié toute la superficie de la planète et vous voyez aussi les nombreux impacts de météorites. Suivante. Voilà. Alors, donc là, tu peux défiler. On a 2 capteurs solaires qui font 700 watts chacun. Le IDEA, c'est le bras qui permet de déployer les instruments. Une caméra là-dessus, une petite pelle qui va nous servir. Le sismomètre dont Philippe a parlé. Le pénétromètre, en fait, dont Pounet a montré le fonctionnement là, du système auto-pénétrant dynamique de ce pénétromètre qui est fourni. Donc, le pénétromètre, c'est par l'agence spatiale allemande et le sismomètre, c'est par le CNES, l'Agence spatiale française. La suivante. Ouais, encore. Alors voilà, donc ça a été bien, c'est le début de la mission. À gauche, tout a été bien mis en place, vous avez le système. Et puis à droite, bah, c'est les débuts des ennuis de la pénétration où l'appel a été utilisé pour essayer de permettre d'enfoncer la sonde là. Et puis ça vous donne une image du sable que vous voyez, du sable, la couche de surface qui est effectivement sableuse. La suivante. Oui, encore. Voilà. Alors, la formation d'un régolithe, tu peux défiler, hein. Donc, on a un météorite qui arrive à 30 km/h, qui se vaporise et qui éjecte des régolithes à 6 à 8 diamètres. Alors, à gauche, comme vous voyez que l'impact n'a pas atteint le niveau de la roche sous-jacente, on n'éjecte que de la poussière. Et à droite, qu'on continue, on clique, voilà, donc il n'y a pas de bloc rocheux autour et quand l'impacteur est suffisamment grand, on a des blocs rocheux qui sont éjectés autour puisqu'on écrase le substratum. Donc la suivante nous montre ça en vrai. Donc le A, vous voyez des petits points, le cratère A, donc tu peux cliquer, vous avez des petits points noirs autour, il fait 112 mètres de diamètre et
il y a des petits points ici tout autour qui sont des blocs rocheux, alors que le B, en cliquant, qui est plus petit, 75 mètres, n'a pas de blocs rocheux autour. Et on en déduit, donc il y a une règle qui est connue, que l'épaisseur de régolithe, elle est supérieure à 0,08 fois le diamètre. Donc on savait qu'ici, on était à plus de 6 mètres d'épaisseur de régolithe pulvérulent. Alors ça, c'est Golombek, le nom que vous voyez en haut, c'est le géologue de la NASA, spécialiste de Mars, qui avait fait participer avec d'autres géologues, y compris donc une géologue en France à Nantes, Véronique Ansan, aux études géologiques approfondies. Et sur la suivante, il avait montré aussi une photo. Alors voilà, une photo là qui est très très belle, qui est pas très loin, qui montre la coupe montrant effectivement la roche sous-jacente basaltique fissurée. Donc c'est une coulée basaltique, un talus en dessous, un niveau d'éjecta rocheux et puis le fameux régolithe qui fait ici à peu près 10 mètres d'épaisseur. Donc, c'était le critère pour pouvoir enfoncer la sonde allemande, d'avoir suffisamment de régolithe pulvérulent. Donc, tout ça, c'est Utopia Planitia, proche de la zone d'atterrissage. La suivante montre une donnée importante, c'est l'inertie thermique qui a été mesurée depuis une sonde orbitale. Tu peux faire la suivante. L'inertie, vous avez sa formule. C'est intéressant, ça donne de la granulométrie parce que des grains fins vont changer de température rapidement parce qu'ils ont une faible inertie et des grains plus gros mettent plus de temps à changer de température. Donc, ils ont une inertie plus forte. Donc, il y a une corrélation entre l'inertie qu'on peut mesurer par des sondes orbitales avec la taille des grains. Sauf qu'on a un petit hic, c'est que quand il y a de la cohésion, cette cohésion augmente l'inertie thermique. Donc, il y a plusieurs paramètres avec lesquels on joue. Toujours est-il, vas-y, la suivante, que voilà, ça c'est l'ellipse d'atterrissage de la sonde, c'est-à-dire que quand on lance une sonde avec toute la précision qu'on est, on sait qu'elle sera quelque part là-dedans. Ça a été sélectionné aussi par Golombek et son équipe, et vous voyez donc au sein de Saint-Élype, il y a un minimum de cratères, pas beaucoup de roches, pour pas avoir de problème avec l'atterrisseur et les instruments. La suite. Alors ici, vous avez la même chose en inertie thermique. Donc, vous voyez qu'en vert, alors tu peux cliquer, on se retrouve à nous, on a une inertie thermique mesurée moyenne verte là de 180 qui correspond, en l'absence de cohésion, à des grains de 170 microns qui correspondent à un sable fin. C'était un résultat intéressant qui nous a permis de sélectionner les analogues sur lesquels on a travaillé au laboratoire. Et vous voyez aussi, par exemple en B, c'est typiquement un cratère avec des éjectats rocheux et vous avez ici une inertie rouge de 300 qui montre qu'on avait des cailloux et des blocs rocheux éjectés autour de ce gros cratère-là. La suivante. Donc ça, c'est le sol en vrai. Alors, on espérait un beau sol sableux de 170 microns. Et en fait, vous avez sous P2, là, à gauche, les fusées, les rétrofusées d'atterrissage, oui. Et à droite, P1, bah, c'est un agrandissement d'un petit trou qui a été fait par ces rétrofusées. Et en fait, on voit qu'on est loin du sable tranquille qu'on espérait, qu'on a des tas de petits cailloux qui sont intégrés dans une matrice argileuse et qu'il y a quand même une cohésion assez significative qui est difficile à estimer, mais pour résister quand même avec des parois comme ça sur une vingtaine de centimètres au jet des rétrofusées, voilà, le vrai sol n'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi des problèmes de pénétration qui ont été évoqués par Pounet tout à l'heure. La suivante, voilà, c'est ce que je viens de dire. La suivante, bah, c'est les instruments qui ont été mis en place correctement. La suivante, c'est l'état actuel en fin de mission, mais ça nous donne une bonne vue. Vous voyez le bras articulé avec l'appel qui est au bout, le sismomètre recouvert de poussière, le décapage à gauche du sismomètre qui a été fait avec l'appel pour recouvrir le cordon, donc cordon recouvert qui est le cordon du sismomètre pour améliorer son isolation thermique. Sur la gauche, vous avez l'endroit où le pénétromètre a été enfoui et où on a essayé de le faire pénétrer, mais il n'a pas pénétré plus que ça, longueur propre de 40 cm. Et vous avez une trace de l'appel un peu sur la droite, là, où on a appuyé pour voir
comment l'effort donné pouvait incliner le sismomètre en déduire les propriétés des formations élastiques. La difficulté, c'est qu'on n'avait pas de capteur de force sur le bras articulé et qu'on essaye de voir les efforts à partir de l'intensité des moteurs et que c'est quand même pas une chose complètement évidente. Ça, ce sont des travaux qui sont en cours. La suivante. Et la suivante compare les régolithes lunaires qui sont très angulaires aux régolithes martiens avec des photos de microscopie optique. Alors attends, enlève l'effet du vent. Photos de microscopie optique, donc vous voyez qu'on est ici à 100 ou 200 microns et que c'est des grains arrondis parce que c'est le vent. Alors tu peux cliquer, c'est le vent et la saltation, donc une différence significative des grains de sol entre Mars et la Lune à cause du vent. Le vent est faible, la pression est de 6 millibars, mais ça fait 3,5 milliards d'années que les grains sont poussés, donc ça finit par les arrondir. Sur la suivante, rapidement, bon, ça, c'est des essais qu'on avait fait au labo avec des cellules piézoélectriques pour voir les vitesses de son. C'est quelque chose de classique sur un essai triaxial. Et dans la suivante, nous montre les résultats qui sont aussi classiques avec des variations de vitesse VP en fonction de la contrainte en puissance 0,3, ce qui est assez classique. La suivante permet d'estimer, d'extrapoler que pour des très faibles contraintes, on devrait avoir des vitesses de l'ordre de 120 mètres par seconde. La suivante, encore, montre avec les mêmes données encore que on peut, avec le rapport VP sur VS, en déduire le coefficient de Poisson. Et là, c'était sur 3 simulants qu'on avait testés. On avait le même coefficient de Poisson de 0,22. Et avec la densité, on pouvait en déduire entre les mesures de vitesse d'onde et estimées. Donc VPVS permettent d'arriver sur une valeur de l'ordre de 19 mégapascales. C'était sur différents sables de Morave, le désert en Californie, Eiffel en Allemagne, etc. Mais on avait une assez bonne coïncidence en coefficient de Poisson. Donc ça, c'était au labo avant d'atterrir sur Mars. On avait aussi fait ces essais-là cette fois-ci, on avait pris du sable de Fontainebleau qui était plus arrondi pour définir le pied du sismomètre que vous voyez ici de 10 mm sur 20 mm. Et donc la forme a été définie en relation avec Philippe suite à ces essais-là. Donc voilà, si on remonte le conteneur, la pointe s'enfonce dans le sable et puis on mesure l'augmentation de la force. C'est ce qui est vu dans le diagramme suivant, où vous voyez l'augmentation de la force. Alors en abscisse, vous voyez que la pénétration, c'est de 600 microns, donc on en avait une assez bonne précision. C'est-à-dire qu'on a mobilisé 2 ou 3 grains de sable ici pour arriver donc en ordonnée aux 10 newtons correspondant à la force sur le pied de Mars. Et la suivante vous montre comment on a mesuré le cycle réversible pour déterminer le coefficient de ressort équivalent. Alors on observe que, suivante, ça se fait sur des très petits déplacements de 1,8 microns et qu'on a une bonne précision et peu d'hystérésis, donc on a une réponse bien élastique, mais c'est normal puisqu'on a des grains de 200 microns de diamètre, 220 microns de diamètre moyen et qu'on mobilise vraiment des très petits déplacements pour avoir cette valeur. Alors, quand on continue, la suivante montre qu'ici aussi, on peut avoir une estimation de la vitesse. Alors, la suivante montre que cette estimation obtenue par ce module-là montre qu'on est toujours dans les mêmes estimations de vitesse de surface autour de 120. Donc, on a une bonne cohésion. Et on va confronter ça avec la suivante sur ce qui s'est passé sur place. Alors là, c'était un espèce de cross-hole martien. Il y avait la percussion du HP cube et l'onde était enregistrée par le sismomètre. Et voilà, avec le petit continu, le chemin VPVS suivante sur le long du S, là, à la suivante. Voilà. Ensuite, on a les résultats. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on n'a pas. Donc là, il y a un bug. Donc, on a des vitesses de P et d'onde qui n'apparaissent pas, malheureusement. On arrive ici, désolé, on arrive ici à une vitesse moyenne de 115 mètres par seconde. Alors là, c'est un peu frustrant parce qu'il y a sur 2500 coups des valeurs de VP, des valeurs de VS qui ont permis d'arriver, vas-y sur la suivante,
à une vitesse moyenne en surface de 115 et un coefficient de poisson de 0,3. Alors ici, c'est l'aventure du pénétromètre. Dès le début de la pénétration, vous voyez la trace au niveau des pieds. Il a un petit peu bougé, du coup, il n'était plus dans l'axe du support. Donc, il a fallu le retirer. Donc, c'est la suivante. Et on s'est retrouvé avec ce profil-là. Et un petit trou que vous voyez tout en surface, qu'on va voir dans la diapo suivante. Voilà, là, on a retiré avec succès, ce qui n'était pas évident, le système de fixation. Vous voyez l'inclinaison de 27 degrés du pénétromètre qui fait 2,7 cm de large. Il est très, très incliné. Et on a eu la surprise de voir qu'il y avait une paroi, un trou tout autour, avec encore une fois une cohésion assez forte, qui rappelle un petit peu la cohésion qu'on avait vue responsable de la stabilité et des trous sous les fusées, les rétrofusées. La suivante. Donc, il y a eu différentes opérations où on a utilisé la pelle du bras articulé pour essayer de l'aider à pénétrer. Donc là, il est à peu près pénétré complètement, mais son histoire de pénétration est dans la suivante. Voilà. Alors, ça commence, donc vous avez à droite, on avait réussi à le faire pénétrer, à gauche, pardon, en calant la petite pelle pour améliorer le frottement. Donc, on a une pénétration des coups, donc en abscisse, vous avez les coups de 8900 coups à 9300 coups. Ensuite, suivante, on a eu la surprise de voir le pénétromètre qui remontait parce qu'on avait arrêté, comme vous voyez sur le schéma, de caler. On espérait augmenter la contrainte autour en appuyant à côté, mais sans frotter carrément. Donc là, il a remonté à cause, il y a un double rebond dans le système. Et on soupçonne qu'à cause du double rebond, il y a du sable qui s'est infiltré et que malheureusement le pénétre est remonté. Donc on continue, Alexandre, recalé avec la pelle, il est redescendu, continue, il est remonté. Là, on est venu carrément appuyer dessus avec la pelle et il a fini par redescendre. Donc vous voyez que c'était toute une aventure. Et donc là, voilà, la disposition finale qui a permis les mesures de VPVS de surface qu'on a vues avant. La suivante. Ici, ce sont c'est des analyses digitales de surface. Vous avez le trou autour du pénétromètre, vous avez là où on a fait du décapage, et ça a permis, suivante, d'estimer et la suivante aussi, selon les profils S1 et S2, les profils de terrain, pour essayer de voir si on pouvait relier ça à l'angle de frottement du sol. Alors, on a la surprise de voir qu'on était aussi élevé que 70 degrés le long de S2, que le S1, où d'un côté, on a repoussé le sol, ça va être du côté à 49 degrés, de l'autre côté, le sol S1 avec la tache rouge s'est écoulé avec un angle de 38 degrés, alors qu'on estime l'angle global de ce sable de surface à 30 degrés. Et c'est une couche, en fait, là, on mobilise qu'une couche de 1 cm. On a vu qu'en dessous, on n'était plus vraiment dans le sable. Bon, donc on a des allures de tas de sable, mais qui ne sont pas du sable déversé. Alors, la suivante, on montre. Ouais, donc ça, c'est ce que j'ai dit. Donc, la suivante montre. Alors, c'est intéressant, là, vous avez un film de talus instable sur Mars qu'on va laisser tourner un petit peu. Donc là, l'appel appuie sur le pénétromètre vibre et vous voyez que c'est intéressant sur la droite devant que le petit tas de sable qui bouge. Bon, c'est un cycle, hein, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tout au début, vous avez carrément une ombre. Alors, attendez, c'est maintenant, vous voyez, tac, et là après, il y a quelque chose d'un peu abrupt qui finit par se déverser sous les vibrations. Et puis, si vous le voyez bien, il y a des petits grains qui se déroulent et qui se délitent. Donc, il y a des agglomérats ici de grains plus petits. Donc, on pense qu'en tout cas, cette premier centimètre de surface, c'est quand même quelque chose d'assez fin. Et c'est joli de voir un peu toutes ces petites particules qui se déversent le long, à la fois sur la droite, le talus en longueur, et sur la gauche, ce qui est près du cordon.
Voilà, alors ici, c'est pour le sismomètre où il y avait une opération, on a cherché à le recouvrir. Donc là, S1 et S2, ce sont un tas au-dessus du cordon du sismomètre où le sol a été déversé. Et là, on arrive, vous voyez la pente de 32 degrés à proximité du sismomètre sur S2 qui est plus conforme à ce qu'on attendait. Après, cette fois-ci, on a la surprise d'avoir des angles plus bas de 17 et de 23 degrés. Donc, on cherchait à avoir plus de précision sur l'angle de frottement de ce petit régolithe de surface. Vous voyez que ça se balade entre 17, 23, 32 et quand on déverse et des valeurs plus fortes quand on, quand on le pousse, comme on l'a vu précédemment. Alors sur la suivante, je crois qu'on arrive, oui, aux conclusions. Bon, donc, on avait des idées préalables du sol, mais quand on a vu les excavations de rétrofusées, on s'est dit qu'il y avait une cohésion significative, que le sable est uniquement en surface, mais que plus en dessous, on a une matrice sableuse cimentée avec des cailloux qui a été baptisée Duricrust et qui semble assez cohérente tout en étant très poreuse puisque des mesures thermiques ont montré qu'on avait une masse volumique de l'ordre de 1,2 mg par mètre cube, ce qui est cohérent avec le puits, le petit trou qu'on a vu se développer autour de la sonde de pénétration. Les paramètres élastiques, on a vu qu'ils étaient bien, alors normalement on ne l'a pas vu parce qu'il y a eu un bug d'imprésentation, mais localement, on a eu des données de l'ordre de 115 mètres par seconde avec un coefficient de pression de 0,3, un module Young entre 10 et 20 mégapascales, comparable à un sable lâche. Alors, je n'ai pas parlé des propriétés thermiques, mais il y a eu des mesures thermiques faites avec la sonde qui ont confirmé l'énergie thermique locale, qui ont donné un rho très faible et une très faible conductivité thermique aussi d'un matériau très poreux. La suivante. Les problèmes avec le pénétromètre, eh bien, j'en ai parlé. Vous voyez un peu l'allure de ce qu'on suppose être la Duricrust, là, c'est-à-dire la matrice contenant des cailloux. Et on estime qu'en dessous, avec les réponses du pénétromètre qu'on a pu avoir, on a une couche moins consolidée et que, voilà, apparemment, il y a un article de 40 pages là-dessus, si vous le voulez. Apparemment, on ne pense pas que ça soit un caillou qui ait bloqué le pénétromètre. Les critères de rupture, j'en ai un petit peu parlé. L'angle de frottement, on pense qu'il est particulier parce qu'on est en gravité réduite avec des très faibles contraintes, très faible pression atmosphérique. On sait que sur la Lune, où il n'y a aucune absorption de gaz sur les grains, on observe sous vide des angles de frottement beaucoup plus élevés que sous atmosphère. Je ne sais pas si à 6 millibars, on a un effet, mais en tout cas, le vide complet a des effets sur les sables. Et je crois que c'est tout. La suivante montre, oui, alors là, vous pouvez avoir en accès libre, vous avez tous les co-auteurs qui ont participé. On y retrouve Philippe Lognonnet, Naomi Murdoch, d'autres. En mécanique des sols, il y a Christos Vretos d'Allemagne, Héloïse Marteau qui est à la NASA, Matt Golombek et Véronique Ansan sont les géologues, Bruce Bannert est le chef de la mission. Voilà, et d'autres co-auteurs qui ont participé à tous ces travaux. Et vous retrouvez la plupart des références et la plupart de ces idées dans ce papier de la conférence de Sydney de sol mécanique des sols. Et on finit avec la dernière, qui était l'équipe d'Insight, où vous voyez Philippe en particulier et la plupart des gens qui étaient en 2018.